Est-ce qu'on a bien compris? Est-ce que vous envisagez d'envoyer des troupes occidentales françaises en Ukraine? Bonsoir et bienvenue. Vous êtes assis devant moi. Est-ce que vous êtes debout? Non. Est-ce que vous excluez de vous lever à la fin de cette interview? Bien sûr, vous n'allez pas l'exclure. On est même sûr de le faire. Voilà. Alors, nous, on n'est pas sûr de le faire, mais en tout cas, on n'est pas dans cette situation-là aujourd'hui. Je pense que ce qui est une question de vie ou de mort. Être assis ou debout n'est pas une question de vie ou de mort. D'abord, il y a une gradation, et ça dépend où on le fait. Je fais cette comparaison pour expliquer ce qu'est ne pas exclure des options, et il y a une raison de ne pas le faire, et la position qui consiste à dire simplement ce qu'on fait, et nous donner des lignes rouges. Quelle est la situation? Depuis 10 ans, parce que tout ça a commencé en 2014, la Russie a lancé une guerre d'agression contre l'Ukraine. Nous avons ensuite tout fait pour rétablir la paix. Tout. Les accords de Minsk, les négociations qui sont menées sous l'égide de la France et de l'Allemagne avec l'Ukraine et la Russie. Ici même, s'est tenu, dans cette salle, le seul rendez-vous entre le président Zelensky et le président Poutine, le 9 décembre 2019. Et la Russie, le régime du Kremlin, une fois encore, a décidé de lui-même, en février 2022, de lancer le deuxième temps de cette offensive, une guerre complète contre l'Ukraine, et pas simplement le Donbass, parce qu'il ne nous dit pas ses limites. Il bombarde Kiev régulièrement, attaque Odessa, etc. Nous avons un objectif. La Russie ne peut pas et ne doit pas gagner cette guerre. Qu'est-ce que le type s'y raconte même? Vous avez compris où il voulait en venir? Mais il exagère. Dans cette vidéo, on va analyser Macron et expliquer pourquoi est-ce qu'il veut autant la guerre. Vous allez comprendre donc ses motivations. Depuis la défaite humiliante lors des guerres napoléoniennes, la France se retrouve dans la position délicate de ces nations-là prises en étau entre deux grandes puissances. Après la Seconde Guerre mondiale, la France a cherché à remédier à cette situation en formant l'alliance avec l'Allemagne au sein de l'Europe. Confrontée à une situation similaire, la Grande-Bretagne a adopté un rôle secondaire en se ralliant à la puissance américaine à l'échelle mondiale. En revanche, la France n'a jamais renoncé à son aspiration de retrouver son statut de grande puissance mondiale et continue donc à travailler dans ce sens. L'inquiétude de la classe dirigeante française est compréhensible géopolitiquement parce que alors que les 5 siècles de domination occidentale touchent à leur fin, eux ils jouent toujours un rôle secondaire. Cette réalité contraint donc la France actuelle à une diplomatie constamment sur le qui-vive, ponctuée donc par ce soudain activisme. Voilà. Cependant, pour que cet activisme soit efficace, certaines conditions préalables doivent être remplies, notamment l'identification des groupes d'activistes, de dirigeants, d'alliés et de partisans, voire même de sympathisants partageant les mêmes idées, ainsi que le soutien logistique, bien évidemment. Sinon, l'activisme risque de se réduire à une crise sporadique. D'ailleurs, cela vaut aussi pour l'Afrique. Quand on veut faire de l'activisme, il nous faut les moyens, il nous faut des alliés. Donc, il nous faut la logistique qui va avec. Les bons jours du président français Emmanuel Macron dans la diplomatie internationale ont pris fin avec la récente dissolution de l'axe franco-allemand en Europe, axe qui remontait au traité de Rome de 1957. Alors que Berlin a fait du transatlantisme son dogme en matière de politique étrangère, le poids de la France a diminué dans les affaires européennes drastiquement. Les enjeux de la réunion de réconciliation qui datait du vendredi 15 mars étaient donc très élevés parce que Macron s'est rendu à Berlin pour rencontrer le chancelier Olaf Scholz, qu'il a non seulement snobé en excluant l'utilisation de troupes terrestres des pays européens dans la guerre en Ukraine, mais qui a également aggravé le problème du missile Taurus en faisant valoir qu'il impliquait l'affectation de personnel allemand en soutien à l'Ukraine, ce qui est tout simplement hors de question tant qu'il restait chancelier. Selon le journal Marianne, qui a interrogé plusieurs soldats français, l'armée française estimerait que la guerre en Ukraine est déjà irrémédiablement perdue. Marianne a cité un officier supérieur français qui déclare avec dérision que « Il ne faut pas se tromper face aux Russes. Nous sommes une armée de majorettes et l'envoi de troupes françaises sur le front ukrainien ne serait tout simplement pas raisonnable. » D'ailleurs, il y a un soldat français qui a publié sur les réseaux sociaux son refus net et catégorique de participer à cette mascarade. Macron et tout votre petit gouvernement de merde là, vous pourrez rentrer en guerre si vous voulez, et si le risque c'est de se finir en prison pour avoir refusé d'obéir aux ordres, bah je finirai en prison. Mais il est hors de question que je prenne un flingue et que j'aille tuer des gens pour vos intérêts personnels et pour vos intérêts financiers. Il est hors de question que je fasse participer des gens que je connais en leur donnant
des informations qui leur laisseraient penser que tout ça a un intérêt positif. À l'Élysée, un conseiller anonyme a affirmé que Macron a voulu envoyer un signal fort avec des mots millimétrés et calibrés. Natacha Polony, rédactrice en chef de Marianne, a écrit « Il ne s'agit plus d'Emmanuel Macron ou de ses postures de petit chef viril. Il ne s'agit même plus de la France ou de son affaiblissement par des élites aveugles et irresponsables. Il s'agit de savoir si nous allons collectivement accepter d'entrer en guerre comme des somnambules. Une guerre dont personne ne peut prétendre qu'elle sera maîtrisée ou contenue. Il s'agit de savoir si nous acceptons d'envoyer nos enfants mourir parce que les États-Unis ont insisté pour installer leur base aux frontières de la Russie. La grande question est donc de savoir pourquoi Macron agit de la sorte, allant jusqu'à rassembler une coalition volontaire en Europe. Plusieurs explications sont possibles, à commencer par la posture de Macron qui tente de gagner des points politiques à moindre coût, motivé par des ambitions personnelles et des frictions intra-européennes avec Berlin. Le truc, c'est que jusqu'à il y a encore peu de temps, Macron était partisan du dialogue avec Moscou. La perception dans la plupart des capitales européennes, y compris à Moscou, est que Macron tente d'amener la crise ukrainienne à un nouveau niveau en annonçant publiquement le déploiement de forces de combat occidentales contre la Russie, ce qui constitue une manipulation politique évidente. Sur le plan géopolitique, Macron, qui il n'y a encore pas si longtemps que ça appelait au dialogue avec Moscou et proposait sa médiation, qui fait la fameuse déclaration d'une grande Europe en 2019 et qui a maintenu des contacts avec le président russe Vladimir Poutine, n'a pas hésité à faire appel à la diplomatie de l'Union européenne pour éviter l'humiliation de Moscou. Puis, dès février dernier, évoquait la défaite certaine de la Russie en Ukraine, appelait donc à éviter l'humiliation de Moscou, qui a souligné à plusieurs reprises son attachement à la matrice diplomatique attribuée à Charles de Gaulle. Charles de Gaulle qui lui-même a signé à la France le rôle de pont entre l'Est et l'Ouest. Pont qui aurait donc basculé dans l'autre extrême d'une rhétorique euro-atlantiste très dure. Cette incohérence dans les propos de Macron, dans les agissements de la France, ne peut être considérée comme découlant de l'évolution défavorable des événements dans le scénario de la crise ukrainienne. La perspective d'une défaite russe dont la guerre n'étant plus envisageable, même de loin, et étant remplacée par la possibilité croissante que la paix ne puisse finalement être obtenue qu'aux conditions de la Russie. En d'autres termes, et pour faire simple, la dynamique du pouvoir en Europe est en train de changer radicalement, ce qui bien sûr a un impact sur les ambitions de Macron qui veut diriger l'Europe. Entre-temps, les relations russo-françaises ont également connu des phases de concurrence et de rivalité féroce dans un certain nombre de domaines. Pour commencer déjà, le ministre français des Affaires étrangères Stéphane Séjourné a déclaré dans une interview accordée aux Parisiens en janvier que la victoire de la Russie en Ukraine entraînerait le contrôle de 30% des exportations mondiales de blé par Moscou. Dans ce domaine, pour la France, il en va de la pérennité d'un des secteurs clés de l'économie nationale française. L'agriculture française est marquée par une histoire qui a commencé avec les Gaulois il y a plusieurs centaines d'années. Il faut comprendre que dans l'histoire moderne, la Révolution française de 1789, qui a bouleversé tous les aspects de l'ordre social français, était aussi une révolution agricole, était même surtout une révolution agricole qui a permis une large redistribution des terres. Autant dire que l'attachement des Français à leur agriculture est particulièrement fort. Je pense que vous qui vivez là-bas, vous le voyez. Aujourd'hui, les États africains sont en train de modifier la structure des importations de céréales en raison des réglementations techniques introduites par l'Union européenne dans le cadre de son programme vert, et les agriculteurs français doivent donc faire face à une augmentation des coûts, sans parler de la perte imminente de parts de marché régionales au profit de la Russie. Cette situation s'ajoute aux progrès réalisés récemment par la Russie en matière d'exportation d'armes vers le continent africain. Sur le plan politico-militaire également, la France a perdu du terrain dans la région du Sahel, particulièrement riche en ressources, d'ailleurs ressources qui permettaient d'amortir une très large consommation d'énergie de la France. Donc la France perd en vitesse grave et son influence dans le Sahel, qui est traditionnellement son ancienne colonie et littéralement qui a été pendant très longtemps son terrain de jeu. Le fait est que les stratégies néocoloniales de la France en Afrique sont de plus en plus critiquées. Bon, ça l'était avant, ça l'était beaucoup avant, mais sauf qu'aujourd'hui on a les réseaux sociaux, donc la voix porte. Mais Paris préfère donc rejeter la faute sur les groupes russes comme Wagner, qui est venu combler le vide sécuritaire dans la région du Sahel, alors que des forces anti-occidentales ont pris le pouvoir dans plusieurs pays. Donc le Mali, le Burkina Faso, la République centrafricaine, le Niger. Dans les meilleures traditions de la géopolitique, la France a commencé à prendre des mesures de rétorsion dans des régions sensibles aux intérêts russes.
l'Arménie, la Moldavie et l'Ukraine, où la présence militaire russe est dans le collimateur de la France. Sans surprise, l'Ukraine est le territoire le plus stratégique où Macron espère renforcer la présence française. Grâce à cela, Macron espère faire progresser ses ambitions de leadership en Europe en tant que navigateur de la stratégie de politique étrangère de l'Union européenne dans un large arc allant du continent africain à la Transcaucasie en passant par la Méditerranée et potentiellement jusqu'en Afghanistan. Oui, le gars a de très grosses ambitions. Tout cela se déroule dans le contexte historique d'un retrait inévitable des États-Unis en Europe alors que la région Indo-Pacifique s'emballe et que la rivalité qui couve avec la Chine devient une passion dévorante pour Washington. Parallèlement à cette situation avec les États-Unis, la présence de la Russie en Europe commence à se faire ressentir intensément alors qu'elle s'impose comme étant la première puissance militaire et économique de l'espace stratégique entre Vancouver jusqu'à Vladivostok. Aujourd'hui, le paradoxe est que le président russe de l'époque, Dmitry Medvedev, avait proposé dès 2008 un traité de sécurité pan-européen juridiquement contraignant qui développerait une nouvelle architecture de sécurité en Europe impliquant la réforme des institutions existantes et la création de nouvelles institutions et normes réglementant les relations de sécurité en Europe dans un espace géopolitique bien plus large, s'étendant à l'est, donc de Vancouver à Vladivostok. Donc exactement la même chose, vous voyez. Heureusement, et je le pense vraiment, que les États-Unis ont encouragé les Européens à considérer cette initiative comme étant un piège visant à affaiblir l'OTAN, l'OSCE, l'Union européenne et d'autres organisations européennes. Et donc, les États-Unis leur ont demandé de rejeter cette idée qui aurait ancré fermement l'ère d'après-guerre froide sur une architecture de sécurité très contraignante. Visiblement, l'histoire est du côté de la liberté. Si ces gars avaient pu s'allier, ça aurait été infiniment plus difficile pour l'Afrique d'émerger. Donc, l'histoire est du côté de la liberté et visiblement la guerre sera nécessaire parce que les anciens dominants ne veulent pas comprendre que leur empire s'effondre. On va terminer la vidéo avec quelques actualités en Afrique. La peine capitale est en passe d'être rétablie en République démocratique du Congo après la levée d'un moratoire. Les militaires se sont notamment concentrés dans le sillage du conflit avec les rebelles du M23, c'est-à-dire mouvement du 23 mars. La ministre congolaise de la Justice a décidé de lever le moratoire sur la peine capitale qui commuait les exécutions en peine de prison depuis 2003 selon une circulaire du ministre dont une copie circule sur les réseaux sociaux. La peine de mort pourrait de nouveau être rétablie pour les infractions graves au code militaire comme les actes de désertion, de rébellion ou de refus d'obéissance, indique le document. En vue de débarrasser l'armée de notre pays des traîtres et d'endiguer la recrudescence des actes de terroristes et de banditisme urbain entraînant la mort d'hommes, le gouvernement congolais a décidé de lever le moratoire sur l'exécution de la peine de mort. Voilà ce qu'indique la note. Cette décision est en lien direct avec le conflit armé qui secoue le pays depuis plusieurs années maintenant. Les rebelles du M23 continuent notamment de mener des offensives dans le Nord Kivu. Des hostilités qui ont ravivé les tensions avec le Rwanda voisin, accusé de porter assistance aux rebelles. Récemment, la communauté de développement de l'Afrique australe, en abrégé SADC, a décidé d'un déploiement de forces en accord avec la RDC. L'Afrique du Sud, la Tanzanie et le Malawi ont envoyé des militaires. Autre actualité, une troisième cache d'armes découverte au Niger. L'arsenal saisi comprend une arme RPG-7, un fusil AK-47 avec son chargeur, 2 obus de mortier 81 mm et 60 mm et 2 roquettes anti-char avec leur chargeur. C'est ce qu'a précisé l'armée nigérienne. Des stocks de matériel militaire ont également été trouvés dans des cachettes en février et en mars. Si vous vous souvenez, j'ai fait une vidéo dessus. Les récents résultats de l'enquête sur la cache d'armes au siège de l'UECAP Sahel ont montré que celle-ci ne figure pas sur la liste des armes régulièrement introduites au pays par l'UECAP Sahel. Comme quoi, j'insiste encore là-dessus, l'Occident n'en a pas fini avec le Niger. Revenons au Congo. La RDC signe un accord à hauteur de 7 milliards de dollars avec la Chine dans le secteur minier. Le contrat était en vigueur depuis 2008, mais les autorités ont renégocié ces conditions pour que la partie congolaise puisse en tirer plus d'avantages. Les revenus issus de cet accord seront redirigés vers les infrastructures, à savoir la construction des routes nationales. La République démocratique du Congo possède d'énormes richesses minérales et attire de nombreux partenaires dont Pékin, qui représente sans nul doute le plus grand investisseur dans son secteur minier.
Le pays africain est le premier producteur mondial de cobalt et se positionne très haut avec d'autres ressources. Cependant, son potentiel reste encore largement sous-exploité et d'ailleurs c'est ce qui crée autant de conflits et autant de guerres sur le territoire. C'était tout pour aujourd'hui. Pensez à vous abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo.